Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision multiformat. Et si on allait au cinéma? Emmanuel Queneau, bonsoir. Emmanuel Queneau, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, vous vous attaquez à un gros morceau. Festival Tous Écrans, un festival dont vous êtes le nouveau directeur, Emmanuel Queneau, un directeur jeune pour un festival de tous les superlatifs. Hello everybody, and we're so happy to be here with the Geneva International Film Festival at Next. On est chanceux parce que moi j'aurais jamais osé rêver d'un film des frères Cohen pour ouvrir le tout premier festival que j'avais signé. Là c'est un rêve de gamin. La réussite d'un des leurs, ça les exaspère. Mesdames et messieurs, Emmanuel Queneau. Emmanuel, on va pas se faire des films, vous êtes l'un des patrons du cinéma de demain. Celui qui fait enfiler des casques à réalité augmentée, met le producteur dans tous ses états et projette le consommateur dans tous ses écrans. Quitte à perdre parfois un peu le fil. Mais en enfilant votre costume de directeur artistique du festival Tous Écrans, vous cherchez constamment les limites du possible comme un gamin qui voudrait manger plein de bonbons sans avoir mal au ventre. Une orgie de nouvelles idées et technologies qui caressent soigneusement le crâne dégarni du cinéma de grand-papa. Séries TV, courts et longs métrages, expériences uniques ou étranges, Tous Écrans met le Super 8 à cran. Pour vous, le contenu doit évoluer avec le contenant. Et si la télévision classique tire un peu la gueule, c'est pas une raison pour lancer le générique de fin et pleurer en 4/3. De Genève au Festival de Cannes, vous baladez aussi vos meilleures trouvailles pour exporter un savoir-faire helvétique qui a su s'étendre au-delà de Godard. Et entre nous, vous avez l'avantage d'avoir joué aux journalistes avant d'avoir à les draguer. Critique littéraire et cinéma à la Tribune de Genève, vous avez ensuite montré votre bobine comme chroniqueur sur la TSR avant de tremper vos pattes dans la production. Une carrière à 360 degrés pour un cinéma 2015 qui l'est tout autant. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Alors quoi Fred, le portrait que Fred a dressé, donc on a vu que vous êtes multicasquette, multitâche. Vous vous retrouvez aujourd'hui à la tête de ce festival Tous Écrans. Oui, il vaut mieux être multitâche d'ailleurs quand on se retrouve à la tête d'un festival. C'est assez compliqué comme exercice, donc il faut avoir plusieurs casquettes, je pense. Ouais. En tout cas, ça m'a été très très utile. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de ce festival et c'est vraiment ce qui vous occupe le plus, y compris sur les réseaux sociaux. Moi, je suis allé fouiller un petit peu ce que vous y faites. J'ai un peu galéré pour trouver des choses rigolotes et des choses qui ne sont pas tirées du festival lui-même. Mais j'ai un peu réussi, c'est droit dans le mur. Ouh. Ce soir, je me prends le mur d'Emmanuel Queneau. Sur Facebook, vous avez 1911 amis. Vous aimez Black Movie, Brigitte Rossel, Les Pompiers, Ensemble à gauche, Esther Mamarbacci, le FC Saint-Sulpice, Jardin Nettoyage, la fromagerie de Carouge, la fromagerie de Carouge, la fromagerie Bruant, Lemental, MacGyver et mes initiales. Vous avez été Charlie, mais aussi Derrick, JR, un animal à bosse, un braqueur de banque et lui. Vous nous dévoilez votre vision de la famille, vous nous trouvez stupides et certains de vos amis vous conseillent le karaoké sous la douche. Quand vous annoncez la venue d'un monstre du cinéma, Festival Tous Écrans, votre réseau s'en donne un cœur joie. Ici et ici. Ah oui, sur Twitter, les deux dernières personnes que vous suivez sont Dieu et Jésus et vous aimez Elvis quand il était gros. Are you lonesome tonight? I am. And I was. Damn. Darn, excuse me. Alors j'ai dû un petit peu galérer. Merci. Merci pour Elvis. Donc ça, c'est sa toute dernière chanson sur scène avant de mourir. Alors on l'a dit, je l'ai dit dans le portrait, vous annoncez un monstre du cinéma. Oui. C'est qui ? Moi, je ne peux pas le dire, évidemment. Toujours pas, mais on a quelques jours. Non, mais c'est quelqu'un qui nous est très cher, qui a travaillé avec des gens aussi importants que Lars von Trier ou Rainer Fassbinder. Donc on est très très heureux d'avoir cette personne-là. Je vous laisserai la découvrir dans 2 jours.
Et puis quand on annonce ça comme ça la toute dernière semaine, c'est de la com ou c'est vraiment ce jour-là où vous vous êtes dit « Ah bah tiens, je peux le faire venir en Alors là, pour le coup, c'est quelqu'un qu'on a contacté il y a très très longtemps, parce qu'il était dans un de nos programmes. Et puis on n'a pas eu de nouvelles, tout simplement. Et il nous a écrit, je vous promets, hier, pour nous dire « Hey, by the way, je serai là ». Donc on s'est dit « Mais incroyable, on est en train de rechecker tout ça. » Et puis bah oui, en fait, il sera là. Donc on a été très surpris de sa venue parce que du coup, nous, on avait pratiquement oublié. On s'était dit, voilà, tant pis, hein, ça arrive dans un Du coup, festival. des venues comme ça, on fait comment? On réorganise le programme? On lui prépare une place? On lui trouve sa place. On lui dit, voilà, votre titre passera tel jour. Est-ce que vous pouvez être là tel jour? Je dis, bah, bien sûr, moi je viens pour présenter tout ça. Et puis, par contre, on fait un petit peu de remue-ménage autour de l'accueil, quoi. Rapidement, les réseaux sociaux, vu que c'est un festival tous écrans, ça fait partie intégrante de l'image en tout cas, mais alors la com évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, un seul festival pourrait vraiment se passer de réseaux sociaux, qui soient tous écrans, qui soient purement musical ou autre? Nous, évidemment, c'est particulièrement important de pouvoir passer par ces réseaux-là pour exprimer notre programme, mais je dirais qu'on n'est de loin pas les seuls à le faire. Mais est-ce que c'est uniquement pour présenter le programme, uniquement pour se vendre, ou est-ce que vous en profitez? Non, nous, après, on réfléchit aussi à cette question des réseaux sociaux, ou disons à la présence de l'audiovisuel sur les réseaux sociaux. Et puis ça, on le reprend souvent dans les conférences qu'on a, nous, dans le cadre du programme Workflow, qui est notre programme professionnel. Et puis, on s'intéresse aussi aux objets de la web création. Alors, pas nécessairement celles des réseaux sociaux, mais qui passent par ailleurs sur les réseaux sociaux. Mais on reste un festival qui a déjà depuis très très longtemps une compétition de web-séries et qui s'intéresse de plus en plus à ces questions du digital, à ces questions du numérique, comment à travers les différents écrans qui nous entourent, finalement on rentre au contact d'œuvres, parce que c'est ça qui nous intéresse, nous. Évidemment, on ne se dit pas on va parler des réseaux sociaux, on va parler de ce qui s'y passe, pour rendre compte d'une actualité. Nous, ce qu'on veut rendre compte, c'est bien de la présence de l'art ou de la culture sur ces réseaux, parce que ce sont simplement des nouveaux moyens de diffusion et parfois d'écriture pour les auteurs. Ça nous intéresse au premier plan. Ouais. Alors, le programme de cette 21e édition est évidemment très chargé, très touffu. Des fois, on s'y perd. C'est vrai qu'il faut passer un petit moment pour bien la comprendre. Et puis, du coup, nous, on a laissé la première question de notre blabla, notre invité d'hier, c'est Jonas Schneider. Blabla. Bon, Emmanuel, moi je comprends votre volonté de mettre en avant tous les écrans, de ne pas faire de différence, de ne pas dire qui va gagner. Mais moi j'aimerais savoir quand même, quel est l'écran qui, dans 10 ans, va gagner? Est-ce que c'est le téléphone portable? Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est la tablette? Est-ce que c'est l'ordinateur? Sur quel écran il faudrait aujourd'hui produire du contenu et investir? Lequel va gagner? Est-ce qu'il y a une bataille des écrans? Il y a probablement une bataille des écrans du point de vue des diffuseurs de contenu. Il n'y a certainement pas une bataille des écrans du point de vue du consommateur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est tous, je pense, bien placés pour répondre à cette question, mais est-ce qu'on a à la fois un téléphone portable sur lequel on peut regarder des contenus audiovisuels, un iPad peut-être à la maison, une télévision probablement connectée, et puis est-ce qu'on sera encore au cinéma? La réponse va être oui. Donc je pense que du point de vue du consommateur, la multiplicité des écrans n'est pas un problème. Par contre, c'est un vrai problème du point de vue des diffuseurs qui, eux, s'y perdent un petit peu et ont tendance à donner parfois dans la surenchère pour être un peu présents partout. Et ça, c'est une question qu'on peut leur poser à eux, les diffuseurs. Est-ce que vous devez absolument être présent sur tous les écrans pour assurer la diffusion de vos œuvres? Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que... Alors, voir en tout cas comment fonctionnent tous les diffuseurs, c'est un peu le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde essaye de se battre... Tout le monde va être partout. À être un peu partout, finalement, des fois sans être nulle part, parce qu'on n'arrive pas à mettre peut-être trop d'attention sur l'un ou l'autre. Bah, disons qu'on sent bien qu'en tout cas, on est devant des... Si on doit parler de marques, des marques qui elles-mêmes perçoivent comme globales, donc qui veulent être globalement présentes partout. Moi, je pense que c'est une erreur, parce que les publics, ils sont assez différents et ils ne sont pas forcément capables d'adhérer au même contenu sur chacun de ces écrans-là. Alors, ça marche très, très bien quand il s'agit de propositions qui sont intégrées à nos us et coutumes. Par exemple, on peut imaginer que Netflix, quand il vous permet à la fois de suivre la même émission, le même titre, à la télévision, puis après vous pouvez reprendre ça sur votre mobile, votre iPad, etc. Ça, c'est peut-être un service dont le consommateur avait besoin ou envie.
Maintenant, quand il s'agit simplement de décliner un petit peu bêtement, comme ça, béatement, les mêmes contenus sur différents supports, on s'aperçoit qu'il y a des supports qui sont simplement pas faits pour. Alors justement, le créateur de contenu, alors vous parlez du diffuseur, mais celui qui crée, celui qui produit, dans ce cas-là, comment est-ce qu'il doit réfléchir? Je pense que nous, on l'a bien vu déjà avec la télévision et le cinéma. C'est-à-dire que ça fait quand même très très longtemps que le festival travaille sur cette question des rapports entre télévision et cinéma. Et on s'est bien rendu compte que lorsqu'il s'agissait de passer du cinéma à la télévision, les cinéastes devaient changer leur fusil d'épaule. Ils devaient devenir des réalisateurs. Il y avait quelque chose à l'époque, en tout cas. C'était du downgrading. C'était un peu la petite lucarne, mais elle n'était pas bien vue. Surtout dans les pays francophones. Hein. Parce qu'on se souvient quand même que du côté des Américains, Frankenheimer, Hitchcock, etc., avaient fait sans trop de problèmes de la télévision. Il se trouve que du côté du vieux monde, et même en Angleterre, hein, à part ça, la BBC a toujours fait un travail assez formidable, donc les auteurs étaient assez fiers. Mike Leigh, par exemple, était assez fier de travailler pour la BBC. Mais c'est vrai que pour la région francophone, il y a eu une vraie distanciation. Sans doute un petit peu à cause de la politique des auteurs, de la nouvelle vague, où vraiment il y avait d'un côté les auteurs, puis de l'autre côté les tâcherons, en gros, et que les tâcherons, ils pouvaient aller travailler à la télévision, et puis les auteurs, ils devaient travailler uniquement pour le cinéma. Et puis ça, je pense qu'aujourd'hui, sous nos latitudes, c'est en train d'être dépassé. Mais ça a mis très longtemps à venir, ça c'est sûr. Et ils ont mis très longtemps à comprendre qu'on ne réalisait pas des films de cinéma de la même manière qu'on pouvait réaliser des séries télévisées. C'est-à-dire que si on se met en tête de faire, en gros, un très long film découpé, ça ne va pas fonctionner. Et on le voit maintenant très bien dans le numérique. On a des réalisateurs qui sont pleins de très bonnes idées, sans doute, pour ces nouveaux territoires digitaux, mais qui, au fond, répercutent des formules qu'ils ont apprises au cinéma ou à la télévision, et ça ne fonctionne pas. Il faut penser d'une manière digitalement native, on dirait. Ce qui est marrant, c'est que vous-même, alors au-delà du nom du festival, vous êtes autant intéressé par la technologie, c'est-à-dire les écrans et tout ce qui entoure, que le contenu. C'est-à-dire que si on regarde un peu le programme rapidement, on est plus interpellé par les nouvelles technologies, par la nouvelle manière de vendre du contenu, par la nouvelle manière de le regarder. Puis après, on va se concentrer sur l'œuvre elle-même. Est-ce que c'est un but aussi de se détacher des autres festivals, puis dire, nous, ben voilà, on est en train de défricher un peu la manière de ce que finalement devrait faire tout le monde à terme, ou est-ce que c'est, voilà, on est obligé aujourd'hui? Non, mais c'est clairement la singularité du festival. Alors, et on veut la préserver, on la travaille, et c'est clair qu'on est très fiers de proposer, nous, par exemple, des expériences en réalité virtuelle, ou cette année, un jardin digital qui sera un dôme immersif où vous pouvez découvrir des films à 360 degrés en les regardant couchés. Et pour nous, c'est très intéressant de travailler sur ces nouvelles formules. Mais est-ce que ça va devenir la norme? Est-ce que ça, un jour, le dôme 360 degrés, ça va remplacer le cinéma? On voit bien déjà que l'IMAX, que le cinéma 4D, etc. font des avancées et permettent sans doute au cinéma de ne pas perdre trop de public, parce qu'en gros, l'histoire du cinéma, ça a toujours été ça. Hein. On a créé le cinémascope parce qu'on a réagi à la télévision, en se disant il faut qu'on puisse fournir quelque chose que ces postes de télévision n'arrivent pas à nous fournir. Alors ils ont inventé ça. Et puis après, aujourd'hui, on invente de nouvelles manières de regarder ou de vivre l'expérience du cinéma. Et c'est clair que le cinéma doit être une expérience particulière. Maintenant, moi, je pense que ça ne sera pas forcément le dôme 360 degrés ou le casque en réalité virtuelle qui vont révolutionner notre manière de voir des films. Mais il y a vraiment ce truc immersif aujourd'hui, on le voit dans l'art aussi, cinéma, musée, où il faut aller toucher, il faut aller le faire soi-même, les concerts où on le fait dans des gravières, on ne le fait plus sur scène, on peut avoir accès à la playlist avant, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut plus simplement observer l'artiste faire, l'artiste qui a fait? Il faut donner aux gens l'envie et la possibilité de toucher l'art. Nous, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on donne les deux possibilités. Parce que, pour moi, ce n'est pas antinomique du tout. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, d'un côté, respecter le travail d'un artiste qui, lui, voudrait montrer ses films. On montre en ouverture du festival un film de Hou Hsiao-hsien qui a gagné le prix du meilleur réalisateur à Cannes. Et je pense qu'on est là dans une forme de cinéma qui est très beau, très élégant, très ample, mais assez traditionnel par rapport à ce qu'on va montrer dans le jardin digital. Donc nous, on a envie justement de pouvoir donner
à nos festivaliers l'ensemble des expériences possibles. Rester dans un siège et regarder pendant 2 heures ou 3 heures un pur spectacle cinématographique. Et moi, c'est quand même au fondement même de mon rapport avec le cinéma. Mais aussi, aujourd'hui, transformer ce rapport et puis être de plus en plus au contact d'une matière qui nous intéresse parce qu'elle est foisonnante, parce qu'elle est mouvante, et puis comme vous dites, elle est sans doute révolutionnaire. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que dans la réalité virtuelle, on se retrouve à peu près au moment du basculement entre le cinéma, je dirais, muet et le parlant. C'est-à-dire qu'on a enfin une vraie coupure pour un vrai défi lancé à tous les cinéastes et à tous les réalisateurs. Comment est-ce que vous allez faire maintenant des films à 360 degrés, sans hors-champ, sans la capacité de planquer votre équipe nulle part? Alors ça va être fascinant. On va voir comment les artistes, dans ces prochaines années, vont utiliser ces technologies. Sinon, on est intéressé par les technologies, c'est, je dirais, avant tout parce que dans l'histoire du cinéma et de l'audiovisuel, d'une manière générale, la technologie, elle est toujours arrivée avant l'art. On a créé une technologie, puis après, des artistes ont été suffisamment intelligents pour se dire... Pour l'intégrer. Avec ça, je pourrais un petit peu bosser, travailler et trouver quelque chose que les autres n'ont pas encore fait. Ouais. Parce qu'on est quand même beaucoup dans la redite. C'est ça le problème du cinéma et de la télévision aujourd'hui. Emmanuel, le festival commence le 6. Oui. Donc dans 2 jours, quand on saura quel sera le fameux invité. On en a beaucoup cette année, on est content. Alors, pour toutes celles et ceux qui veulent venir, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner aujourd'hui? S'il y a 2 choses qu'il faut absolument aller voir, une chose très technologique et une chose qu'il faut aller voir parce que le film est bien. Ou les 2 à la fois. Alors, si on veut faire une expérience technologique qui est incroyable, on va pendant le premier jour et demi du festival recevoir un projet qui est genevois, d'Artanim, qui est une société genevoise, qui va ensuite nous quitter parce qu'ils doivent montrer tout ça à Google. Et c'est un projet qui révolutionne complètement la réalité virtuelle, parce que le problème de la réalité virtuelle, c'est que vous êtes tout seul. Et eux, ils vous font être 2. Vous êtes avec quelqu'un dans une même salle. Ça requiert de mettre simplement quelques capteurs sur soi et d'être filmé par des caméras. Et on va mettre tout ce dispositif dans le cœur du festival. Et puis ensuite, vous êtes avec la personne qui vous accompagne dans une situation, là en l'occurrence, par exemple, on peut visiter la tombe d'un pharaon. Mais ce qui est formidable, c'est que je m'approche, je vous touche, et votre avatar s'approche et il vous touche. Et ça, c'est complètement fou. C'est la première fois qu'on arrive à dépasser ce problème endémique qui est celui de la solitude, de l'expérience en réalité virtuelle. Donc il faut absolument venir voir ce projet, il est vraiment complètement fou. Mais ça, en gros, c'est quel on jour? va arriver à la réalité. Vendredi, c'est ça. voilà. C'est on vendredi. va arriver à la réalité. La prochaine étape, finalement, ce sera le théâtre. C'est-à-dire, on pourra se toucher comme ça, mais en vrai. C'est-à-dire qu'on n'a même pas l'écran, c'est qu'on va se toucher en vrai. On ne va pas trop loin, en gros, c'est ça que je veux dire. Non, mais en fait, moi j'ai assisté à une conférence très intéressante à South by Southwest cette année, à Austin, qui est un festival qui réfléchit sur la musique, sur le cinéma et sur le digital. C'est là où on a inventé notamment Twitter. Et quelqu'un racontait qu'en fait, pour lui, viendrait un moment où il n'y aurait plus de différence notable entre la réalité virtuelle et la réalité. C'est-à-dire que si vous avez une expérience forte, qui va vous poursuivre dans vos rêves, qui va composer une partie de votre persona en réalité virtuelle, pourquoi dire que cette expérience, elle n'est pas réelle, au fond? Donc évidemment que les gens se posent des questions de plus en plus intenses, et puis on va faire encore des avancées avec le Brain Project, c'est-à-dire que tôt ou tard, on n'aura plus besoin de ces lunettes, il suffira simplement de se capter directement, se connecter directement à votre cerveau. Donc la science et la technologie de l'audiovisuel, elle va faire des bonds géants dans les 20 ou 30 prochaines années. 20 ou 30 prochaines années, c'est pas dans 2 ans ou 3 ans. Enfin... Mais en même temps, c'est déjà là. Parce qu'on voit que la réalité virtuelle, qui était probablement une espèce de projet de science-fiction il y a encore 10 ans, aujourd'hui, c'est quasiment banal. Ça génère en tout cas des déplacements financiers considérables du côté d'Hollywood. Donc on voit bien que derrière cette question-là, il y a des enjeux qui sont réels. Et non pas virtuel. Et que, des gros investissements. Des gros investissements, mais que pour la société, ça ne comporte pas... Parce que le problème, c'est que dès qu'on dit virtuel, on voit danger. Déshumanisation, etc., etc. Mais on peut prendre des exemples inverses pour réhumaniser à travers la réalité virtuelle ou les nouvelles technologies. Donc moi, je ne suis pas du tout... ni un partisan effréné du progrès, ni l'inverse. Je pense qu'il faut toujours regarder une avancée technologique pour ce qu'elle est. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le festival. Trouver simplement d'emblée quelles sont les meilleures choses. Et les gens vont pouvoir aller voir ça d'eux-mêmes à partir
du 6. Voilà. Et puis notre chroniqueuse Laetitia Chazot savait que vous alliez mettre une chemise bleue. C'est pour ça qu'elle s'est concentrée sur la couleur bleue. C'est pop-up. Magnifique. Le bleu. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue. Tout un fromage pour une couleur. Le pantone genré du petit garçon qui n'a pas le droit de voir la vie en rose. Certains l'ont sur la peau après la gifle, mais le préfèrent dans le ciel après l'orage. On l'aime dans les yeux de l'amoureux et on l'évite autant qu'on peut dans nos peurs. À l'âme ou azur, mais jamais à choix, on se fait tout savoir comme des bleus. Toi, moi, eux. Fleur ou col bleu, l'humain en verra toujours de toutes les couleurs, sans jamais maîtriser la palette. Un doux parfum qu'on respire, c'est fleurs bleues. Un regard qui vous attire, c'est Guillaume. Grande ou grand, peu importe. De la mer au cinéma, on serait même en train de me dire que ça crée du lien, du réseau social. Facebook, Twitter, LinkedIn. Sacre bleu. Ça te plaît la toile? Hein? Le bleu, ça? Tu verras ton portrait en bleu? Et par les temps qui courent, il serait bon de couper le cordon bleu marine et de tremper le pinceau dans un petit peu de nuance. Et puis de la couleur bleue, on va passer à la couleur orange pour le duplex. On a rendez-vous avec le matin, juste après le jingle. Thierry Brand, bonsoir. Sur quoi vous bossez? Bonsoir Fred, bonsoir Leïla, bonsoir tout le monde. Eh bien, vous voyez, je me suis mis en orange aussi. Je suis corporate aujourd'hui. Avant que je vous dise de quoi on va parler, je vais faire un tout petit test de vocabulaire. Si vous allez sur un marché en France et que vous demandez de la mâche, vous allez recevoir quoi? Du rampon. Oui, c'est ça, du rampon. Alors du rampon, très bien Leïla. Il y a encore un autre nom pour parler de cette salade. C'est quoi? Est-ce que vous le connaissez? La doucette. Et on voit qu'il n'y a qu'une femme ici qui fait les Moi, courses. je mange pas de légumes, donc j'en sais rien. Oui. Bravo, bravo. Alors c'est tout ça pour vous dire que demain dans le matin, il y aura un article sur les parlers locaux parce que 3 universités se sont mises ensemble, Neuchâtel, Genève et Zurich, pour faire une étude sur les parlers locaux. Tout ça pour vous dire que les parlers locaux, en tout cas en Suisse romande, sont extrêmement vivaces. Par exemple, une expression comme bonnard revient à la mode et puis est toujours utilisée, y compris par les très jeunes. C'est bonnard, Emmanuel? C'est bonnard, c'est parfait. C'est une expression que vous utilisez? Pas tant, mais c'est OK, je pourrais. À Genève, on dit quoi? Ouais, à part ou bien. À Genève, on dit quoi? Comme expression purement genevoise? Ouais. Oh God, j'en sais rien. Y a pas... Le genevois style n'est pas... Le genevois qui est en moi se rétrécit tout d'un coup. Et vous Thierry, quelle est votre expression préférée alors? Écoutez, alors moi je suis un peu déformé parce que j'ai vécu quelques années en France, du coup c'est un mélange de... Mais bonnard j'aime bien, ça me plaît bien, j'utilise. Alors bonnard Thierry, merci beaucoup, bonne soirée. Et puis on va passer à la culture et c'est là qu'on freine un tout petit peu et c'est Katia Bellini qui allait rencontrer Sanseverino. Je ne sais pas si vous connaissez Sanseverino. Un tout petit peu. Il était par là et... Moins calé en musique qu'en cinéma. Il était un peu enrhumé je crois. Sanseverino sort un album inspiré du roman Papillon d'Henri Charrière. Allez, ni une ni deux, on fonce parler de tout ça. T'es prête? Bagous, tatou et rouflaquette à gogo, on a rendez-vous avec Sanseverino. Pas petit, pas sain et pas sévère pour un sou, malgré son nom, Stéphane Sanseverino est de retour avec un album consacré à l'histoire de Papillon, le perpétuel évadé d'Henri Charrière. Entre banjo et bluegrass, le chanteur Frouz ressuscite le bagnite de Cayenne et l'un de ses plus célèbres pensionnaires. Direction une célèbre brasserie lausannoise pour rejoindre un Sanseverino en grande forme.
Je suis malade. C'est vrai que j'avais pas réfléchi au fait qu'on puisse penser que en fait c'est parce qu'on avait plus d'idées qu'on prenait des trucs déjà tout faits, mais non, c'est plutôt un hommage au livre en général, quoi. C'est pas un raccourci, quoi. C'est pas un truc de flemme. Mais je me suis dit j'aurais pu faire un truc de flemme. Tiens, je te mets ton thé. J'avais envie de reconduire aussi la musique que j'avais fait dans l'album d'avant, là, c'est-à-dire le bluegrass. Et j'aime pas trop quand ça minaude et quand ça fait... Quand ça... C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qui avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Je suis pas hyper alterno parce que je suis dans une énorme maison de disques qui était plutôt haïe des alternos, mais c'est pas grave. Non, je le revendique pas en fait, mais j'arrive à... Putain, ça résonne ici. Mais j'arrive à dans cette grande maison de disques, maintenant que j'ai plus de 50 ans, à leur dire moi j'ai envie de faire ça comme ça parce que ça me plaît et tout, quoi. Je fais de la musique pour que ça plaise aux gens, mais il faut qu'elle me plaise avant tout en premier, parce que, attention, je vais éternuer. Non, j'éternue pas. Je m'éloigne. et que c'est comme ça que je fonctionne, parce que c'est ma génération, en fait. Alors Emmanuel, il n'y a pas du tout de musique au Festival Tous Écrans. Oh là, surtout pas. Il n'y a pas d'expérience sensorielle 360 degrés. Chaque soir après minuit, ouais, et on a des DJ qui viennent. On a Asia Argento qui vient mixer, DJ Cam qui vient remixer sa bande originale fantasmée pour Miami Vice. Non, on se concentre aussi cette année beaucoup sur ces questions des liens entre le cinéma et l'audiovisuel et la musique. Notamment, on est parti de l'invitation qu'on avait fait à Anton Corbijn, photographe, mais aussi réalisateur de vidéoclips, et puis de très grands films au cinéma. Et puis pour moi, c'était intéressant de... Comme on a un lieu qui nous permet de faire des grandes fêtes, on s'est dit, utilisons ça à plein. L'année passée, ça avait assez bien fonctionné. C'était encore un petit peu expérimental parce qu'on n'était pas très habitué à organiser ce genre d'événements. Et puis cette année, on se sent un petit peu plus capable de faire les choses en grand. Et on a de très belles personnalités qui viennent. Serge Boson aussi, le cinéaste, qui vient mixer à l'ouverture. Et puis, on a aussi beaucoup de gens de la musique, ou en tout cas qui travaillent à la fois avec le cinéma et la musique, dans nos invités. Stuart Staple des Tindersticks, qui est dans un jury. Ingrid Cavan, qui elle aussi est présidente d'un jury. Mais évidemment, on peut penser à Asia Argento. Et puis, Karl Barat, en fin de festival, qui vient nous voir pour la première mondiale d'un film dans lequel il joue, un film de Paul Murray, quelqu'un qu'on aime vraiment beaucoup. C'est un film superbe qui s'appelle For This Is My Body. Et puis, Karl Barat et Jackal seront là parce qu'ils apparaissent dans le film. Et puis, ils nous ont fait la joie d'accepter l'invitation. Et comme j'ai dit dans le portrait du début d'émission, vous avez la chance d'être journaliste et vous savez parler. Et vous parlez très bien. C'est gentil. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous dire que vous avez 30 secondes où vous pouvez finalement dire ce que vous voulez à la caméra qui est là. À la caméra qui est là. Merci Emmanuel, et puis plein succès pour ce festival. Merci beaucoup, plein de succès à vous. Merci. Alors, vous laisse nous. Voilà. Alors vous parlez seul à la caméra. Alors, seul. 30 secondes. J'ai 30 secondes chrono pour vous convaincre de venir au festival. Non, mais sincèrement, si vous êtes dans le coin, à Genève, et que vous voulez voir le cinéma, l'audiovisuel, dans tous ses états, sous toutes ses formes, il ne faut pas hésiter parce que ça va vraiment être une très grosse fête cette année. Donc, moi, je vous enjoins réellement à venir cette année. Et puis, pour le reste, voilà, bravo pour tout ça, les gars. Merci.
Alors, cher Fatih Derder, je vous êtes très conscient des enjeux autour du numérique pour la Suisse. Alors, j'aimerais vous poser cette question frontalement. Est-ce qu'on en fait assez pour les créateurs numériques? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le message culture, qui réserve une part de ses financements à l'innovation, est-ce que vous pensez qu'on en fait assez? Est-ce que les créateurs de l'innovation culturelle de demain vont pouvoir vraiment vivre de leurs travaux en Suisse et non pas devoir aller forcément aux États-Unis pour exporter leurs talents? Voilà, merci.